Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Alors quand on parle d'économie et du monde des affaires, on entend parfois des références à de grands penseurs politiques du passé comme Machiavel par exemple, auteur du Prince. Ainsi, en suivant les conseils du penseur florentin, un chef d'entreprise pourrait s'inspirer d'un souverain et gouverner selon les mêmes principes. Mais il n'y a pas que la politique qui serve de modèle. L'histoire des empires démontre également des similitudes avec le monde des affaires. Dans les deux cas, par exemple, il n'est pas nécessaire d'être grand et puissant pour fonder un empire. C'est ce que souligne Philippe Labrec avec l'Empire maritime du Portugal à la fin du XVe siècle. Il est chroniqueur sur plusieurs plateformes et a publié sa réflexion dans le magazine Les Affaires. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes aussi auteur d'un livre des entrevues, donc Comprendre le conservatisme en 14 entretiens chez Libère. Et qu'est-ce qui vous a piqué comme mouche là, pour traiter de l'Empire portugais à cheval sur le 15e et 16e siècle? C'est passionnant, mais pourquoi ça? Ah oui, bonne question. Bon, en fait, j'étais au voyage au Portugal et j'ai lu lors du voyage le livre de Roger Crowley. C'est qui, lui? Donc, historien britannique que je connaissais pas avant, pour être franc, mais qui a écrit plusieurs livres intéressants, notamment sur Venise, sur les croisades aussi. Et oui. C'est pas des succès de librairie qu'il a aussi? C'est pas un historien non, il n'est pas d'université. Ben, je veux dire, il est à l'université, mais est-ce qu'il enseigne à l'université? Non, c'est un historien, comment dire... grand public, quoi. Grand public, quoi, exactement. Oui. Donc, il raconte des récits qui sont factuels au point de vue historique, mais on y donne une petite touche, pas romanesque, mais, disons, comme vous avez dit, accessible au grand public. Comme Ken Follett, par exemple? Non, je crois que peut-être beaucoup moins romancé que Ken Follett. C'est moins romancé quand même. Hein? C'est aller un peu loin, je dirais. Là. Alors voilà, il a écrit un bouquin. Quel est le livre que vous avez lu? Il n'est pas traduit en français, j'imagine, non? Pas que je sache, non. D'accord. C'est en anglais, bon, je traduis ça, les conquérants, oui. Comment le Portugal a forgé le premier empire mondial. Oui. Le premier, hein, carrément. Le premier. En fait, la thèse, si on peut dire qu'il y a une thèse dans le livre, c'est simplement que les Portugais ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. En reliant l'océan Pacifique, l'océan Indien et les Amériques, le nouveau continent. Oui. Tout ça par le transport maritime basé sur, bien sûr, le commerce international. Je rappelle le nom de l'historien, Roger Crowley, C-R-O-W-L-E-Y, pour les intéressés. Et vous faites, alors, dans votre texte qu'on peut lire sur les affaires, il y a, comment dire, vous dressez 4 parallèles avec le monde des affaires. C'est ça qui est intéressant, parce que l'Empire portugais, donc à cheval sur le 15e et 16e siècle, a des choses à nous apprendre, nous, enfin, les gens d'affaires aujourd'hui qui veulent fonder, chacun veut fonder un empire, évidemment. Oui, tout à fait. Ben, la première leçon, je crois, c'est que nul besoin d'être grand et puissant pour se lancer. Le Portugal est un pays d'à peine 1 million d'habitants. À l'époque. Oui. Avait passé 5 sièles sous la domination des morts M-A-U-R-E-S, là, pas M-O-R-T-E-S. Les musulmans, oui. Oui, exactement. Les berbères arabisés, en gros, là, par les conquêtes. C'était les berbères, c'était pas des arabes, hein? Il y a eu des mélanges, j'imagine. Mais au début, non, parce que... Au début, non, pas tout à fait. Oui, tout à fait. En 711, il y a eu la bataille de Guadalete en Espagne, qui a fait basculer le royaume wisigoth dans l'escarcelle des Berbères, donc du Maghreb, si vous voulez. On dit toujours que l'invasion arabe, c'est l'invasion berbère. C'est vrai. Alors voilà. Fin de parenthèse. Bon, on peut la réouvrir très rapidement. Allons-y. En fait, ils sont rendus jusqu'à presque Paris. Hein. On se rappelle la bataille de Chartres où Charles Martel, de Poitiers, pardon, oui, tout à fait, où Charles Martel a réussi à repousser l'invasion, mais l'histoire aurait pu être différente. Mais le Portugal et l'Espagne, donc la péninsule ibérique, n'y ont pas échappé. Ils ont passé à peu près 5 siècles sous la domination berbère. L'Espagne beaucoup plus. Hein? L'Espagne beaucoup plus. Presque 8. Mais le Portugal moins, c'est vrai, oui. Donc, le Portugal, à cette époque-là, on est à la fin du 15e siècle. L'Amérique vient d'être découverte, entre guillemets, l'imprimerie aussi, etc. Le Portugal a 1 million d'habitants. C'est un pays il y a une industrie où on vit de pêche. Principalement de la pêche et de l'agriculture de subsistance. Ouais. Ce qui veut dire qu'il n'y a à peu près aucune activité économique qui génère des surplus significatifs, si on peut dire. Et rien ne prédispose le Portugal à explorer le monde entier. Ben, comme Crowley l'a dit, par la suite, ça semblait évident dans le sens où les Portugais avaient développé une aptitude, une expertise en termes de navigation maritime, bien sûr, qui était en avance sur le reste de l'humanité, en particulier l'Europe à l'époque. Mais ce n'était pas su. Avant l'Angleterre même?
Oui, en particulier ce qui a trait au sud de l'Atlantique et les vents qui dominaient le sud de l'Atlantique. Comme Crowley dit, si les Européens n'avaient pas réussi à contourner l'Afrique, c'était parce qu'ils faisaient face à un vent de front, qui venait de l'Antarctique, qui empêchait leurs bateaux à voile, en fait, d'aller toujours plus vers le sud. Les Portugais, et ça Crowley le dit, on ne sait pas exactement comment les Portugais ont su qu'en fait, en contournant la côte africaine, plus ou moins le Maroc, là, on comprend, Maroc, Côte d'Ivoire, au lieu de continuer sur la côte et de frapper ces vents, il fallait aller au milieu de l'Atlantique et ensuite aller vers le sud. Ce qui est contre-intuitif quand on y pense. Absolument. Au sud, suivre la côte, on allait se perdre au milieu de l'océan, mais on échappait au vent. Et ensuite, les Portugais redescendaient vers le sud jusqu'à l'Antarctique, ou presque, pour ensuite contourner le cap de Bonne-Espérance. Et le premier qui a fait ça, c'est Vasco de Gama, je pense. Exact. Non? D'accord. Exact. Non, en fait, c'était... son nom m'échappe, mais c'était un navigateur portugais précédent qui a précédé à Vasco de Gama. C'est pas Magellan, non? Non, Magellan faisait partie de certaines de ses expéditions, mais ensuite a navigué sous le drapeau espagnol. Quand il a fait le tour du monde, c'était sous le drapeau espagnol. Parce qu'à l'époque, il y avait d'autres empires quand même. Vous parlez de l'empire portugais, mais il y avait quand même il y avait des adversaires européens. Il n'y avait pas que les Maures, il n'y avait pas que les Mamelouks en Égypte. Il y avait quand même il y avait du monde qui se disputait tous ces marchés-là, non? L'Espagne en particulier, qui voulait atteindre les Indes. Hein, c'est une course, en fait. Tout à fait. Donc, les Portugais, les Espagnols en particulier, étaient dans une course à savoir qui allait découvrir les Indes en premier. Bien sûr, Christophe Colomb s'est rendu ce qu'il croyait être les Indes, donc ce qui est aujourd'hui, bien sûr, le continent américain. Tandis que les Portugais ont gagné la course, on l'a oublié, un peu l'histoire, mais c'est les Portugais qui se sont rendus dans l'océan Indien en premier. Ils ont contourné aussi les Ottomans qui avaient pris Constantinople à 1453. Donc le marché oriental était déjà bouché ou fortement contrôlé, donc il fallait passer par le sud de l'Afrique. Par la voie terrestre, oui, exactement. On ne peut pas passer point à la ligne. Écoute, on peut parler très longtemps des généralités, Philippe Labrec, mais venons-en au fait. Vous dressez 4 parallèles entre cet empire portugais et le monde des affaires contemporains. Et c'est quoi ces parallèles? Bon, le premier, comme j'ai dit, c'est nul besoin d'être grand et puissant. Et je fais un parallèle avec Amazon et Netflix. Ah bon? Parce que bien sûr, j'écris pour les affaires, donc il faut toujours faire un parallèle avec le monde des affaires, il ne faut pas oublier. Amazon et Netflix, au départ, qui étaient des petites startups qui avaient peu de chances de réussir. Et pourtant, aujourd'hui, ils dominent. Ils faisaient face à des gens comme Walmart et Blockbuster, pour ceux qui seraient de Blockbuster qui n'existent plus, ou à peu près plus. Je crois qu'il reste peut-être 1 ou 2 succursales dans le monde. C'est pas moi qu'il faut demander. Il y avait un documentaire qui a été fait sur le dernier Blockbuster, c'est pour ça que je dis la chose. Mais alors, nul besoin d'être grand et puissant pour réussir ou pour fonder un empire. Donc, est-ce qu'il faut être un petit joueur? Est-ce que c'est un avantage? Et si oui, pourquoi? Il y a certains avantages, oui. Le premier, c'est qu'on risque peu. Au pire, on perd, mais on perd peu, vu qu'on est déjà petit. Absolument, oui. Mais c'est surtout que ça permet une certaine agilité. On peut se permettre d'innover, on peut se permettre d'essayer des choses. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, de toute façon, tout à fait. Oui. Et ça nous permet de voir le monde d'une façon différente, alors qu'un géant, un empire, admettons, ou utilise la majorité de ses ressources et la majorité de son temps à défendre l'empire au lieu d'innover. Donc, il y a un cercle vicieux là, qu'on construit un empire qui peut s'installer, qui fait qu'au final, on fabrique notre propre perte et on donne la chance aux petits qui, eux, n'ont pas à défendre un empire. À la limite, il faut savoir s'arrêter à temps, à son apogée, et se maintenir à son apogée. Oui, tout à fait. Il y a toujours le problème de l'entropie. Hein. On va trop loin. Exactement, voilà. Tout à fait. Tout se désagrège. Donc, pas besoin d'être grand et puissant pour fonder un empire. Deuxième parallèle, Philippe Labrec, entre le monde des affaires et l'empire portugais des 15e et 16e siècles. Je dirais que tout est géopolitique. L'empire portugais n'était pas qu'un empire commercial, loin de là. Les Portugais, qui étaient d'ardents catholiques, et comme on l'a dit, avaient passé 5 siècles sous domination musulmane, s'inscrivaient dans une géopolitique du Moyen-Âge, ce qui est à dire une confrontation directe entre le monde arabo-musulman et le monde chrétien. Il faut se rappeler que rendu au 15e siècle, on a déjà passé à peu près 7 ou 8 siècles de conquête musulmane presque sans fin. Et ça s'est fait même en 150 ans. Ils sont arrivés en Indonésie 150 ans après l'Hégire. Hein? Oui, tout à fait. C'était rapide. Et donc l'Europe fait constamment face à la menace musulmane. Tout à fait. En premier les Arabes, par la suite la Turquie, ce qui est l'Empire ottoman. Et donc les Portugais s'inscrivent dans cette vision géopolitique du monde. Bien sûr, ils veulent reconquérir la Terre Sainte pour Rome, au nom du catholicisme. Pourquoi les Indes? On veut contourner le monde musulman, donc bien sûr l'Afrique, mais prendre le monde musulman de revers à partir de l'océan Indien, quoiqu'on ne sait pas exactement comment ça va fonctionner à cette époque-là, mais ils ont déjà une idée que, oui, en effet, on peut contourner le monde musulman en passant par l'océan Indien.
Et on veut rencontrer, du moins entrer en contact, je devrais dire, avec ce qu'on a un roi chrétien qui serait à l'extrême est du monde musulman, qui s'appelle Prester John en anglais. Pasteur John ou Jean. En Inde ou en Chine ou... Ben, les Portugais ou le monde chrétien à l'époque ne sait pas exactement où se trouve Prester John. Mais on sait, le mythe l'établit à peu près en Éthiopie, ce qui est à peu près vrai. Mais eux le voient comme simplement à l'Orient, si on veut, du monde musulman. D'accord. Il faut dire aussi une chose, c'est que l'apôtre Thomas était allé mourir au Kerala, hein, et c'est lui l'apôtre, enfin le premier apôtre des Indes. Hein. Oui. Thomas qui avait douté, qui avait mis sa main dans les plaies de Jésus. Et c'est lui qui a fondé le rite Syro-Malabar et Syro-Malankar. Donc déjà, il y avait déjà pas un appel d'air, mais une certaine connivence. Oui, tout à fait. Mais c'est un peu un mythe, en fait. Même si ils ont quand même trouvé des chrétiens, les Européens, en particulier les Portugais, croyaient tomber sur un empire un empire chrétien qui pourrait se joindre à l'empire chrétien européen. Et prendre les musulmans en tenaille. Exactement. D'accord. Donc c'est ça le côté géopolitique. Oui, tout à fait. D'accord. Et d'ailleurs, tout au long des missions, Gama en premier, mais surtout Almeida et Albuquerque. C'est qui ces gens-là? C'est les deux vice-rois qui ont suivi Vasco da Gama, qui ont vraiment établi l'empire portugais dans l'océan Indien. C'est les deux principaux stratèges, on peut dire, portugais. Des vice-rois qui ont voyagé? On pourrait les appeler des gouverneurs, mais oui, exactement. D'accord. Ouais. Et qui était le roi à l'époque, d'ailleurs? Manuel Ier. C'est le grand roi, non, j'imagine? Très jeune, qui est arrivé qui a pris le trône très jeune, qui est arrivé au pouvoir très jeune et qui, a passé une trentaine d'années au pouvoir, là, si je ne m'abuse. Et c'est sous lui que l'Empire s'est... Principalement. D'accord. Principalement, oui. Donc, tout est géopolitique. Alors, vous avez dit prendre en tenaille les musulmans, si vous voulez. Le commerce, quand même, les épices, le ci, le ça, la religion. Les jésuites ne sont pas très loin non plus, j'imagine, non? Ah oui, mais à quel point est-ce qu'ils jouaient un rôle géopolitique, ça, je ne pourrais pas vous dire. D'accord, mais est-ce qu'ils n'ont pas été un fer de lance religieux des Portugais? Oui, ils se sont rendus jusqu'au Japon, est-ce que je m'abuse? Absolument, oui, à François Xavier, oui. Grâce aux marchands portugais qui c'est ça, voilà. Ils ont emmené jusque sur les côtes japonaises. Ils faisaient piggyback, ils faisaient du saut-de-mouton avec les marchands. Et en Égypte, il y a aussi, on ne peut pas aller par la mer Rouge parce que les Mamelouks ont pris le pouvoir, je crois, en 1517. Ouais. Donc, autour de... Non, un peu avant. Peu avant? Oui, beaucoup avant. Là aussi, donc c'est bloqué. C'est bloqué dans le sens où les Mamelouks contrôlent tout ce qui vient de l'océan Indien vers la Méditerranée. Absolument. Et donc imposent des tarifs énormes. Les Vénitiens qui, eux, font affaire avec les Mamelouks, un peu de façon qui va à l'encontre, si on veut, des certains de l'alliance chrétienne au sein des différents monarques européens de l'époque. Les Vénitiens, eux, s'occupent de prendre la marchandise à partir d'Alexandrie et de la revendre aux Européens à prix encore plus élevé, ce qui fait que les Européens payent absolument une fortune pour, les épices en premier, mais tous les produits qui viennent du continent indien qui valent une fortune, non seulement à cause des tarifs, mais parce que c'est d'une qualité aussi très élevée. Les Mamelouks jouent donc un rôle terrestre, si je peux dire, en termes d'empire terrestre, clé. Ils gèrent l'accès à la mer Rouge et donc à l'océan Indien, et leur relation avec Venise leur permet de charger le prix qu'ils veulent, en gros. Établissez-moi le parallèle, Philippe Labrec, donc entre, vous dites, tout est géopolitique pour l'empire portugais du 15e et 16e siècle, on le comprend. En affaires aujourd'hui, je vois mal le parallèle. À mon avis, c'est absolument évident, c'est les États-Unis. Les États-Unis sont un empire mondial, de toute évidence, basé sur leur puissance maritime. On l'oublie, on pense que les États-Unis sont une puissance continentale, ce qui est vrai. L'expansion vers l'Ouest a été un événement marquant dans l'histoire américaine. Mais l'Empire américain est basé sur la marine américaine, tout comme l'Empire portugais était basé sur la marine portugaise. Ah bon? Et ce qu'on appelle la mondialisation aujourd'hui, descendante, si on croit la thèse de Crowley, je suis enclin à la croire, de l'Empire portugais, est possible grâce à la marine américaine qui joue le rôle de policier des mers, des océans du monde, qui rend le commerce extrêmement sécuritaire, si on peut dire, partout dans le monde, qui se fait presque uniquement par voie maritime, bien sûr aérienne, mais la grande majorité des marchandises transigées dans le monde passent par les océans. Libellé en dollars, évidemment. Exact, ouais. Oui, d'accord. Roger Crowley, vous en parlez, Philippe Labrec. Crowley, historien britannique, né dans les années 50, je pense. Crowley, C-R-O-W-L-E-Y. Donc, tout est géopolitique. Pas besoin d'être grand et puissant pour fonder un empire. Ça, c'est les deux premiers parallèles. Le troisième, vous avez parlé de Francisco de Almeida et un autre, Albuquerque, qui sont les deux vice-rois, donc du Manuel Ier du Portugal.
Un bon patron doit savoir s'entourer de fidèles lieutenants. C'est ça votre troisième principe? C'est exactement ce que je dis. Donc, bien choisir ses vice-rois est essentiel, que ce soit pour le roi du Portugal ou un PDG d'entreprise. Oui. Pour la simple et unique raison que, je prends l'exemple du Portugal ici. Oui. On n'avait pas, ou du moins à l'époque, les Portugais n'avaient pas le luxe des télécommunications modernes. Ah non. Donc, les vice-rois étaient à toute fin pratique, en fait, tout puissants avec les forces portugaises et la marine portugaise envoyée jusque dans l'océan Indien. Et ça devait prendre des décisions stratégiques constamment. On ne peut pas constamment appeler le roi et lui demander « mais qu'est-ce que je fais maintenant ?» Ça prenait un mois pour avoir sa réponse, dans le meilleur des cas. Peut-être même 6 mois, dans le meilleur des cas. Ouais, en fait, il y avait 1 ou 2 voyages organisés par année. Donc, les expéditions, les messages du roi arrivaient aux 6 mois environ, avec les saisons, avec le monsoon, en gros. Oh mon Dieu, avec la mousson en plus. Et donc, il fallait que ces gens, non seulement partagent la vision stratégique du roi, mais soient capables de la gérer au quotidien, donc improviser, améliorer et avoir leur propre vision de la chose pour y ajouter, si on veut, une certaine valeur, un aspect qualitatif qui aurait peut-être manqué au roi qui, lui, n'était pas sur le terrain ou sur les mers, je veux dire. Alors, je suis Manuel Ier du roi du Portugal, grand roi du Portugal, arrivé très jeune, je crois autour de 25 ans au pouvoir, même pas. Et j'ai Afonso d'Albuquerque et Francisco de l'autre, là, de Almeida, justement, donc 2 vice-rois qui se baladent partout dans mon empire et qui fondent des comptoirs, des trucs comme ça. Pour savoir sur qui miser, ça prend quand même du temps. Je ne prends pas quelqu'un parce qu'il me plaît ou parce qu'on a pris une bière ensemble ou on a étudié dans le même collège catholique. Non, faut dire que ces vice-rois venaient principalement de l'aristocratie portugaise qui avait une très forte influence sur le roi. Rappelons que la monarchie portugaise n'était pas la monarchie française dans le sens où elle n'avait pas autant d'influence et de pouvoir sur son propre pays. Ah bon? La monarchie portugaise, au départ, ne pouvait pas distribuer sa propre monnaie, simplement pas assez riche pour la chose. Les rois étaient relativement, j'ai envie de dire, la famille royale relativement pauvre comparativement aux familles royales françaises et autres à l'époque. Ce qui fait que l'aristocratie avait énormément d'influence. Et donc, ces gens de l'aristocratie portugaise étaient impliqués du début jusqu'à la fin de questions militaires, maritimes. Et Almeida et Albuquerque s'étaient distingués justement par leurs conseils prodigués en façon sur les questions géopolitiques, qui étaient encore une fois qui étaient liées aux questions religieuses, le conflit religieux que je mentionnais par avant, qui fait que ces gens ont été nommés par la suite. Et Albuquerque et Crowley dit que c'est un des grands stratèges de l'histoire, en fait. Il le met sur le même pied, là, je dirais, qu'un Napoléon, qu'un Alexandre, par exemple. Parce qu'il crée un empire avec presque rien, quelques centaines de soldats, quelques vaisseaux. Oui, tout à fait, c'est vrai. Il établit des postes commerciaux tout le long de la côte africaine, côte est. Mais il n'y a pas d'armée quand même. C'est bien gentil d'avoir un empire. Mais à peu près qu'une marine, avec quelques soldats, mais... Et comment ils ont réussi à défendre tout ça? Principalement des points de commerce fortifiés aux différents... tout le long de la côte pour assurer une permanence des Portugais sur place et assurer le commerce avec leurs différents alliés sur terre, donc en Inde, là, principalement. 4e et dernier point, donc parallèle entre le monde des affaires et cet empire portugais du 15e et 16e siècle, selon l'historien britannique Roger Crowley, C-R-O-W-L-E-Y. C'est quoi le dernier? L'audace paie et se paie cher. C'est-à-dire? Les Portugais ont de l'audace. Tout simplement, ils auraient très bien pu se contenter du petit lopin de terre qu'ils ont à l'extrême ouest de l'Europe et y rester. Et en fait, ils ont pris des risques énormes en se lançant à la conquête du monde quand tout indiquait le contraire. Donc, ils ont été audacieux. Ceci dit, comme Albuquerque le dit lui-même, comme Crowley le cite, Albuquerque dit « Aujourd'hui, on est des grands guerriers, du moins on se conçoit comme tel, mais peut-être que plus tard, on nous verra comme étant des tyrans, tout simplement. La conquête implique une certaine violence, une certaine domination de l'autre, comme on dit aujourd'hui avec un grand A. Ce que les Portugais ont au final fait. Les Portugais ont été connus pour le commerce de l'esclavage qu'ils ont mené pendant des siècles, au Brésil en particulier, en Inde peut-être moins, mais quoi qu'il y en avait. Roger Crowley, il parle également du Brésil ou il parle uniquement de l'Afrique et de l'Inde? Oui, presque que de l'Inde. La conquête de l'océan Indien là, qui prend place grosso modo de 1490 à 1520. Là, oui, d'accord. Donc il ne fait pas toute l'histoire de l'Empire portugais. Là. C'est vraiment la période clé, si on veut, de la construction de l'Empire portugais dans l'océan Indien plus spécifiquement. On va terminer sur cette remarque. Est-ce que Roger Crowley parle du phénomène du parvenu? C'est-à-dire que les Portugais étaient une culture assez pauvre de subsistance, si vous voulez, une aristocratie assez pauvre aussi, qui avait peu de moyens aussi, peu d'argent. Un pauvre enrichi brutalement,
ça peut devenir quelqu'un de très snob, de très arrogant, de très tout ce que vous voudrez, non? C'est, en fait, la citation que j'ai donnée d'Albuquerque juste auparavant. Oui. La citation complète m'échappe, mais grosso modo, Albuquerque dit que pour un peuple pauvre qui a eu peu de choses, il devient cupide et peut rapidement se transformer en tyran. Absolument. C'est une paraphrase ici, mais c'est Albuquerque lui-même qui l'a dit à l'époque. Il en est conscient au moment même où les Portugais établissent leur empire. Il sait très bien que pour l'instant, c'est la gloire, mais que l'histoire va peut-être les juger de façon très sévère de par leur sévérité envers les peuples avec lesquels ils sont entrés en contact, oui. Et leur empire a duré combien de temps? Si on enlève l'Angola, le Mozambique au XXe siècle. Ouais, à peu près un siècle. Pas plus, hein? Ben, les Portugais ont resté maîtres de Gao pendant 400 ans, à peu près. Oui. Mais l'Empire comme tel, un peu plus d'un siècle. Philippe Labrec, on peut lire votre réflexion sur le magazine Les Affaires. C'est quoi le titre de votre article? 4 leçons d'affaires à retenir de l'Empire portugais. À partir des écrits de Roger Crowley, Crowley, historien britannique. Merci beaucoup. À dans 2 semaines, je pense. Merci beaucoup, Philippe Labrec. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, on parle de quoi? De la psychopathologie du totalitarisme et de la semaine politique québécoise et canadienne. À la régie, Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier. Je vous dis merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.